La nuit dernière, un homme armé d'un fusil de chasse et d'un bidon d'essence a été tué à Mar-a-Lago. Ils l'ont arrêté, lui ont ordonné de jeter son arme, mais selon l'adjoint du shérif, il a plutôt mis le fusil en position de tir et il a été abattu. Va vérifier maintenant, même s'il est possible que le shérif portait une caméra corporelle, donc peut-être qu'on saura ce qui s'est passé. Pourquoi cela se produit-il encore et encore ? L'atmosphère de haine envers Trump a atteint un tel degré. Se débarrasser de lui, c'est, selon la presse, nécessaire à tel point que des personnes à la psyché instable se sentent poussées à commettre un acte héroïque, je veux dire, au nom de l'humanité. Mais en plus de créer cette atmosphère, les démocrates essaient aussi de trouver des moyens d'éliminer physiquement Trump. Nous allons en parler, puis nous aborderons ce qui semble être la fuite de Bill Gates des États-Unis. Et bien sûr, nous parlerons aussi de l'entrée des navires russes dans le golfe d'Ormuz, comme ils l'appellent, et de la création des conditions préalables, en réalité, à une guerre mondiale. Nous allons commencer par Biden et ses complices comme criminels. Si ce dont je vais vous parler maintenant ne mène pas au procès du siècle, alors plus rien ne le fera. Pendant des années qu'on nous a dit que le raid sur Mar-a-Lago avait été organisé par le FBI, puis il s'est avéré que le FBI était contre. Ensuite, on nous a informé que le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, s'était exprimé personnellement et avait donné cet ordre lui-même, et que la Maison-Blanche n'était même pas au courant, qu'elle n'en avait absolument aucune idée. Je rappelle que l'ordre disait d'ouvrir le feu pour tuer en cas de résistance, mais qui, dans la résidence de Trump, aurait pu résister pour justifier l'ouverture du feu? Qui aurait pu s'opposer là-bas? Le Secret Service, oui, c'est la seule chose qu'on puisse imaginer. La garde de l'ancien président, donc à vie, ne pouvait pas laisser entrer des hommes armés dans sa résidence privée, et les agents avaient l'ordre d'ouvrir le feu pour tuer en cas de résistance. Ou, vous demandez-vous, enfin, où est-ce qu'ils font la perquisition? La chambre de Baron Trump, la chambre de Melania Trump. Ce jour-là, Trump n'était pas là, et il n'était pas à Mar-a-Lago non plus. Selon les rumeurs, il devait revenir, mais il est resté plus longtemps à New York. Le FBI a même affirmé qu'il s'était dépêché d'y aller la nuit pour saisir les documents, car un informateur leur avait dit que Trump allait venir cacher à nouveau les boîtes de documents. En fait, tout cela est bien sûr complètement absurde, parce que le président a le droit de divulguer et de déclassifier n'importe quel document et n'importe quelle information. Mais le FBI a essayé de créer une intrigue crédible. Je parle maintenant du FBI à l'époque où les démocrates étaient au pouvoir, avec Comey. Donc leur tâche était de justifier ce raid aux yeux du public, voilà ce qu'ils voulaient en faire. Mais la Maison-Blanche a toujours souligné qu'elle n'avait rien à voir avec ça, qu'elle ne savait rien, et que si elle avait su, elle aurait soi-disant arrêté cela. Est-ce qu'ils nous mentent ? L'intention ici était que la situation impliquant l'usage de la force létale tue Donald Trump. C'est ce en quoi je crois de tout mon cœur. Pendant des années, on disait que Merrick Garland, le procureur général, avait approuvé cela. La Maison-Blanche n'en savait rien, tout le monde savait que c'était des bêtises, tout le monde savait que c'était un faux, mais pouviez-vous le prouver? Eh bien, maintenant, nous le pouvons. Voyons ensemble comment nous pouvons être sûrs que la Maison-Blanche non seulement était au courant, mais a aussi organisé cette action dont les objectifs étaient totalement flous, mais qui devient parfaitement clair si le but était d'éliminer accidentellement Trump. Une nouvelle note de service du FBI confirme que le raid sur Mar-a-Lago en 2022 a été personnellement autorisé par Biden, que la Maison-Blanche de Biden était impliquée et qu'ils ont insisté pour que le raid sur Mar-a-Lago ait lieu. Même si le FBI et le ministère de la Justice ont déclaré « Nous ne devrions pas faire cela, cela se retournera contre nous ». Et bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. Le FBI a découvert un document ordonnant de faire irruption dans la résidence de Trump malgré une éventuelle résistance des services secrets et de tirer pour tuer. Eh bien, s'il y avait une résistance, bien sûr, il y aurait eu une résistance. Tout cela vient de la Maison-Blanche, du vrai nid de vipères, du centre même du complot contre nous tous.
Une nouvelle note de service du Bureau fédéral d'enquête confirme que le président Biden était directement impliqué dans le raid du FBI contre Mar-a-Lago de Trump. L'événement dépend des délais, de la décision rapide de Biden, de la coordination entre le conseiller juridique de la Maison-Blanche et le ministère de la Justice, ainsi que de la position d'Evan Koukran sur la révocation du privilège et la possibilité qu'il demande une injonction pour stopper la procédure, selon la note. Cela signifie que la Maison-Blanche et ses avocats avaient un accès direct à ces dossiers. Ils savaient ce qui allait se passer et ont approuvé la perquisition au domicile de leur adversaire. Une note de service précisait que Jonathan Su, alors avocat adjoint de la Maison-Blanche, avait discuté avec le FBI, le ministère de la Justice et les Archives nationales début avril. Ces échanges ont bien eu lieu. La restitution volontaire des boîtes et la perquisition chez Donald Trump pour obtenir les documents du Russiagate sont rappelés. Vous comprenez que ce n'est pas simplement une question d'avoir été pris en flagrant délit de mensonge, ce n'est même pas un scandale, c'est le début d'une enquête criminelle au cœur même de la direction du Parti démocrate. Et sachant que Biden était une marionnette sans voix, ou parfois une marionnette avec voix, il semble que le fil mène jusqu'au premier président afro-américain, musulman caché, ennemi de la société capitaliste et adversaire des États-Unis, Barack Hussein Obama, son Altesse ou Majesté. Ce sont ces documents qui montrent clairement que Barack Obama et Hillary Clinton étaient impliqués et, plus important encore, dirigeaient le Russiagate. Dernière nouvelle, exclusivité Fox News, de nouvelles informations contredisent les affirmations de l'administration Biden, disant ne pas être impliquée dans les enquêtes du ministère de la Justice sur la conservation présumée de documents secrets par l'ancien président Trump et la perquisition de Mar-a-Lago. Le correspondant David Spunt donnera plus de détails ce soir. Bonsoir. Bonsoir David Prade. Ces courriels obtenus par Fox News montrent un autre aspect des relations entre la Maison-Blanche de Biden et son ministère de la Justice. À l'époque, ces deux institutions ont affirmé publiquement ne pas être liées et rester en dehors de toute ingérence politique. Cependant, de nouveaux courriels obtenus par Fox News datant de mai 2022, soit 3 mois avant que le FBI ne perquisitionne Mar-a-Lago, montrent une coordination entre le bureau du conseiller juridique de la Maison-Blanche et le ministère de la Justice concernant l'interrogatoire de Walt Nauta. Pour rappel, Walt Nauta est l'actuel assistant du président, le président Trump à la Maison-Blanche, qui était alors l'assistant de l'ancien président Trump en Floride. Plus tard, Nauta a été inculpé aux côtés de Trump par le procureur spécial Jack Smith. Un courriel du 10 mai 2022 précise qu'une coordination est en cours avec le ministère de la Justice et le conseiller juridique de la Maison-Blanche pour lancer l'approbation et l'entretien avec l'actuel membre de l'administration, Walt Nauta. L'événement dépend des délais, d'une décision rapide du président Biden, de la coordination entre le conseiller juridique de la Maison-Blanche et le ministère de la Justice, ainsi que de la position d'Evan Corcoran sur la levée du privilège et une éventuelle demande d'injonction pour limiter l'accès. Cela a été écrit par un agent du FBI, et Evan Corcoran était bien sûr l'un des avocats de Trump à l'époque. En août prochain, Brad, cela fera 4 ans que le FBI a perquisitionné Mar-a-Lago. Quelques jours plus tard, le procureur général de l'époque, Merrick Garland, a déclaré « J'ai moi-même approuvé la demande de mandat de perquisition dans cette affaire. » Il l'a peut-être personnellement approuvé, mais seulement jusqu'à ce moment-là. Il a reçu un appel de la Maison-Blanche, il s'est mis au garde-à-vous et il est parti faire ce qu'il avait juré de ne jamais faire, à savoir obéir non pas à la loi, mais aux politiciens qui dirigent notre pays. Il a envoyé des hommes armés tôt le matin à la résidence du leader, et là-bas, dans la confusion, il ne sera même pas clair qui a commencé à tirer. Je suis sûr que parmi ceux qui sont venus, il y avait quelques personnes avec une mission très précise. Tirer pour tuer, tuer celui avec les cheveux jaunes, tuer celui qui, s'il arrive au pouvoir, nous mettra tous en prison et nous privera de nos biens, le tuer, Gadawi, si on a de la chance et qu'il se trouve là-bas. C'était précisément le principal objectif de ce raid. Voici la suite ce matin. Je doute que le ministère de la Justice s'en serve. Mais voilà, pourquoi y a-t-il eu une perquisition à Mar-a-Lago? Qu'est-ce qui a conduit à cette perquisition? Qu'est-ce qui a conduit à la nomination de ce procureur spécial? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas à Mar-a-Lago? Qu'est-ce qu'il cherchait? C'était un cas sans précédent dans l'histoire des États-Unis lorsque le ministère de la Justice a perquisitionné la maison d'un ancien président. Eh bien, voyez-vous, c'est bien que nous nous tournions vers le passé, et il est important de le comprendre. Mais ce raid à Mar-a-Lago a eu lieu tout récemment. C'était une tentative.
Quoi qu'ils aient cherché, quel que soit le stratagème qu'ils aient imaginé, ils n'ont rien trouvé, évidemment. Mais c'était une tentative d'empêcher le président Trump d'être réélu. Voilà tout. C'est déjà un fait accompli, oui, bon, vous le saviez probablement déjà, mais qu'est-ce que cela signifie qu'ils en parlent, qu'ils discutent, qu'ils publient des documents? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mec. Je ne vais pas trop espérer, mais s'il voulait vraiment porter des accusations pour certaines de ces affaires, et j'entends dire que ça arrive, de toute façon, on verra bien. Comme vous pouvez le voir, Benny, tout comme vous et moi, attend que les procès commencent contre ceux que nous avons déjà pris la main dans le sac. J'aime les communiqués de presse, j'aime les gros titres, mais ce que je préfère, ce sont les arrestations, n'est-ce pas, et les vraies menottes. Un peu de divertissement après ces nouvelles sérieuses, amusons-nous un peu. Vous allez me demander sur quel sujet? Sur le sujet de Bill Gates, ce sera amusant, je vous le promets. Au fait, le film Kill Bill ne parle pas de Bill Gates, c'est, voilà, eh bien... Parfois, en apprenant ce qu'il a fait, on a envie de sortir un sabre de samouraï. Et surtout, cette vidéo avec Bill Gates, qui pendant de nombreuses années a trompé le public sur les relations qu'il avait avec Jeffrey Epstein. Bill Gates hausse les épaules, lève les mains et dit « Ce n'était que des dîners ». Dans cette vidéo, puis il ricane de façon maniaque à propos de la mort atroce et torturante de Jeffrey Epstein, où plusieurs os de son cou ont été brisés, et ainsi de suite. Je ne dis pas que Epstein ne méritait pas pire, il le méritait, mais je parle du fait de ricaner et de se moquer de façon maniaque de cela en plein milieu d'une interview, c'est assez sombre. Vous savez, j'ai dit que je regrettais ces dîners, et il n'y a rien. Absolument rien de nouveau là-dedans. Y a-t-il une leçon ici pour toi, pour quiconque regarde cela attentivement? Eh bien, Il n'est plus là, donc tu sais, en général, il faut toujours être très prudent, oui. il est mort, donc en général, il faut toujours être très prudent. Regardez-le, regardez si c'est complet. Bill Gates ne sourit jamais. Regardez ce large sourire de Bill Gates qui dit qu'il est mort. Il faut être prudent. Quand Bill sourit, il se passe quelque chose d'inhabituel. Il ressemble à un mort-vivant, une sorte de momie, tout semble normal, un visage rassurant, mais quand il est content, il ressemble à, je sais, à un vampire. Les documents d'Epstein montrent que Bill Gates était bien sûr un partenaire d'affaires incroyablement proche de Jeffrey Epstein, qui avait aussi, eh bien, des affaires parallèles, si vous voyez ce que je veux dire. Jeffrey cherchait sans relâche de jeunes filles pour Bill à travers l'immense Russie. Certaines, bien sûr, étaient informées par le FSB, d'autres n'étaient que de jeunes prostituées atteintes de MST. Compte tenu du grand nombre de prostituées russes et d'Europe de l'Est que Jeffrey Epstein lui fournissait, et ensuite, il essayait d'obtenir des médicaments spéciaux pour les transmettre secrètement à Melinda Gates. C'était l'une des premières révélations énormes, répugnantes et écœurantes provenant des documents d'Epstein. Mais nous le savions déjà, n'est-ce pas? Pourquoi cela semble-t-il si crédible? Vous savez, ce qui est faux sonne creux, alors que la vérité résonne comme une cloche. Eh bien, parce que pendant des années, comme vous le voyez, cet article a été écrit en 2023. Pendant des années, nous avons entendu parler de la façon dont Jeffrey Epstein faisait chanter Bill Gates en révélant sa liaison avec une jeune joueuse de bridge russe qui avait au moins 30 ans de moins que Bill Gates. Et si tu comptes avoir une aventure et que tu le fais dans le dos de ta femme, alors pourquoi cette lettre ne pourrait-elle pas être vraie? Nous savons déjà que Bill Gates est considéré comme l'un des plus grands salauds. Même sa femme le dit. Peut-être faudrait-il enquêter sur Gates? Chaque fois que ces détails refont surface, cela me rappelle des périodes très très douloureuses de mon mariage, mais j'ai déjà laissé tout cela derrière moi. C'était l'ex-femme de Bill Gates qui, selon ses propres mots, est un homme ignoble et son ex-mari. Après l'arrestation du prince Harry, Bill Gates a soudainement commencé à annoncer qu'il ne participerait pas au plénum, au congrès et à d'autres événements couverts par la presse. Je n'aime pas, comme on dit, prêter attention aux rumeurs, d'autant plus que nous vivons à l'ère de l'IA. Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment de sympathie pour cet homme qu'on appelle Bill Gates. Je ne sais pas si c'est à cause des rumeurs selon lesquelles il aurait volé l'idée de Steve Jobs, ou à cause de celles sur la façon dont il aurait vacciné des continents avec des conséquences terribles.
ou peut-être à cause des rumeurs sur ses jeux avec des adolescents russes qu'on lui amenait en quantité comparable à celles dans lesquelles on les amenait aussi aux princes britanniques. D'ailleurs, ils étaient ensuite échangés, c'est-à-dire déplacés d'un endroit à l'autre, transférés de Bill à Andrew, d'Andrew à Bill, puis à quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'il y avait un accord d'exclusivité, je ne sais pas, honnêtement, ça ne m'intéresse même pas. J'espère que Bill sera arrêté, parce que sa place est dans la même prison où son ami et fournisseur Jeffrey Epstein a été incarcéré. Eh bien, il est mort. Donc tu sais, il faut toujours être très prudent. Sur cette note, pour ne pas mourir, il faut être prudent, ha 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 ha. Nous allons terminer avec Bill, qui n'est pas Kill Bill, mais qui sait, peut-être qu'il se retrouvera dans la même cellule et que quelqu'un décidera de Kill Bill. Et maintenant, passons à l'événement international principal de la journée. Des navires russes dans le golfe d'Oman. Moscou et Téhéran créent une puissante barrière maritime, défiant les groupes de porte-avions des États-Unis à un moment de tension extrême. En ce moment même, les forces navales des deux pays mènent de vastes manœuvres dans les eaux stratégiquement importantes de l'océan Indien, ce qui constitue une réponse directe aux menaces de Washington. Alors que les porte-avions américains Abraham Lincoln et Gerald Ford se préparent à frapper l'Iran, l'arrivée de la flotte russe dans cette zone maritime change les règles du jeu. Moscou assume en fait le rôle de garant de la stabilité régionale, montrant que toute tentative de changement de régime par la force à Téhéran se heurtera à des conséquences imprévisibles, en mer. L'analyse de la situation montre qu'il ne s'agit pas simplement d'un exercice planifié, mais d'un geste politique soigneusement calculé. Oh, la Russie joue à menacer d'une troisième guerre mondiale. En lançant des manœuvres conjointes le 19 février dans le détroit d'Osman, la Russie a ainsi déclaré qu'elle aiderait l'Iran à bloquer le détroit d'Osman, ou la baie, je ne sais pas comment cela s'appelle en russe, dans la partie nord de l'océan Indien. Nous parlons de la corvette Stoïki et de la frégate Maréchal Chapochnikov. Il y a 2 navires là-bas, peut-être d'autres en route, mais pour l'instant, seulement 2. Dans certains documents sur l'exercice, il est également question de navires chinois, un destroyer et une frégate, mais il n'est pas encore clair s'ils sont déjà là ou seulement prévus. L'Iran a besoin de ces exercices conjoints pour montrer qu'il n'est pas seul, qu'il est soutenu par des partenaires militaires. Pour les États-Unis, cela signifie qu'ils doivent prendre en compte le risque d'attaque contre les pétroliers, ainsi que des attaques de missiles et de drones contre les bases des alliés comme l'Arabie Saoudite, Israël, les Émirats, et ainsi de suite. Et potentiellement, par conséquent, l'implication de la Russie et de la Chine dans une guerre pour l'Iran, ce qui signifie, malheureusement, ce que cela signifie. La présence de frégates russes équipées de systèmes de missiles modernes transforme le golfe d'Oman en une zone où les États-Unis ne peuvent plus agir impunément. Si Washington décide malgré tout de lancer une opération massive de plusieurs semaines, le risque d'une confrontation directe avec la flotte russe augmentera considérablement, ce qui oblige le Pentagone à revoir d'urgence ses plans. Moscou établit une ligne de défense dans l'océan, protégeant ses intérêts stratégiques en soutenant activement son allié. En cas de tentative de blocus maritime des ports iraniens, le groupe conjoint est prêt à assurer l'escorte des convois et le patrouillage, ce qui pourrait complètement bloquer les routes commerciales les plus importantes. Ce gambit maritime montre que la crise est devenue une confrontation mondiale entre superpuissances où chaque déplacement d'un navire de guerre peut servir de prétexte à une grande guerre. Comment les États-Unis réagissent-ils à cela ? En effet, ce que nous essayons soigneusement d'éviter devient possible. Le monde d'un réseau commercial planétaire se transforme en une boucherie mondiale. Voici des images d'avions ravitailleurs américains en mouvement, selon les données d'experts militaires publiées sur le réseau social X. Il s'agit du plus grand déplacement ciblé d'avions ravitailleurs américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Nous allons entrer en guerre contre l'Iran. Oui, malgré l'implication de la Russie et de la Chine, ou peut-être justement à cause de l'intervention de la Russie et de la Chine, il semble que nous sommes en train de commencer une guerre. Voici la position de MAGA, Make America Great Again, à ce sujet. Je pense... Ils vont faire la guerre à l'Iran, alors pourquoi renverser l'ayatollah? Est-ce vraiment si important pour les Américains? Je ne le pense pas.
Personne n'a avancé d'arguments selon lesquels c'est, en quelque sorte, la politique de l'Amérique. Tout d'abord, je ne suis pas partisan de cela, mais écoutez, personne ne m'a demandé, donc je vais simplement expliquer ma position. La dernière fois que Donald Trump a bombardé l'Iran, sa popularité a augmenté. Ses actions contre Maduro, comme l'enlèvement de ce dernier, ont aussi été appréciées et ont relancé sa cote, faisant de lui un président en temps de guerre. Et cela, on peut dire, renforce certains intérêts particuliers, très importants, d'Israël ainsi que les intérêts d'autres pays. Ils veulent peut-être que l'Iran soit éliminé. L'Arabie saoudite en fait partie. Vous savez, il n'y a pas qu'Israël, de nombreux pays du Moyen-Orient veulent aussi que l'Iran soit écarté. Les ayatollahs aussi. Le Moyen-Orient est en guerre depuis longtemps, avec de nombreux ennemis. Peut-être que Trump conclura un accord et s'en débarrassera, mais les cartes ne mentent pas. D'accord, ça se passe là où sont les pétroliers et aussi des chasseurs. Tout à fait. La plupart des républicains n'aiment pas du tout cette idée. Pourquoi donc Trump l'aime-t-il ? Nous surveillons l'Iran, nous avons beaucoup de navires, nous surveillons l'Iran, beaucoup de nos navires s'y dirigent, une grande flotte se dirige dans cette direction, au cas où, nous espérons ne pas avoir à l'utiliser. Voyons voir, eh bien, nous y sommes. Messieurs, prenez vos postes devant les moniteurs, là où se déplacent les avions et les pétroliers. Vous savez, c'est exactement ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, avant l'opération Marteau de minuit, ils ont déplacé plusieurs pétroliers comme diversion. Ensuite, eh bien, vous savez, ils ont largué ces bombes Moab directement sur les installations nucléaires iraniennes. Voilà la situation. Qu'en pensez-vous, à votre avis? Devrions-nous commencer une guerre avec l'Iran? Moi, bien sûr que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que j'ai voté, personne ne l'a fait. Et vous savez, le trou devant ma maison est bien plus dangereux pour moi que l'ayatollah en Iran, d'après ce que je comprends. Je veux que vous compreniez que Benny Johnson est l'une des voix les plus fortes dans le mouvement MAGA. Quand il arrive à la Maison-Blanche, on lui déroule le tapis rouge. Je n'aime pas ça, je ne veux plus de guerre, j'étais contre ça depuis le début. Appelez-moi alarmiste, appelez-moi comme vous voulez. Mais vous savez, la guerre avec l'Iran, ce n'est certainement pas ce pourquoi nous avons voté, et ce n'est sûrement pas ce pourquoi, je pense, les 77 millions de partisans de MAGA ont voté. Néanmoins, je vais céder la parole à Tucker là-dessus. Oui, Tucker il vient juste d'être en Israël, et il commentait, eh bien, l'Iran. Dans son interview avec Mike, Huckabee et son point de vue là-dessus, évidemment, comme celui de Tucker sur ce genre de choses, c'est une sorte d'instinct, un ressenti intérieur que j'ai toujours respecté. Allons-y. Je veux vous poser une question. Eh bien, à quel point est-ce important, ce que pensent les Américains? L'opinion des Américains est essentielle, d'où le vote et la liberté d'expression que nous souhaitons préserver. Alors, quel pourcentage d'Américains soutient la guerre contre l'Iran? Oui, je pense que c'est à peu près non. J'ai vu les chiffres hier, mais il me semble que c'était autour de 21% d'accord. Est-ce assez pour déclencher une guerre contre l'Iran? Nous ne vivons pas dans un monde où l'on fait un sondage pour déterminer quelle devrait être la direction de notre politique. Non, je croyais que tu disais que nous étions une démocratie directe. Non, c'est important pour nous, mais décidons-nous de notre politique étrangère ou intérieure uniquement selon les derniers sondages. C'est ainsi que... Nous nous en soucions. À ce sujet? Oui, dans un certain sens, vous savez comment? Si nous l'ignorons, comment pouvons-nous vraiment nous en soucier profondément? Eh bien, je pense que cela ne nous est pas indifférent lorsque nous voyons une menace, parce que non. Mais en ce qui concerne l'opinion des Américains, voilà, vous avez 350 millions d'Américains, ils votent. Ils ont voté aux dernières élections en partie parce qu'on leur promettait la fin des guerres. D'accord, maintenant, nous allons avoir une guerre. Il semble que 80% des gens sont contre cela, dans cette fourchette, disons 70%. Mais il n'y a nulle part une majorité qui soutient cette guerre. Et ce n'est pas une démocratie directe, mais c'est une forme de démocratie, c'est une démocratie représentative. La forme suprême de démocratie dans notre République, qui n'est pas une démocratie pure, mais une république. Oui, une démocratie représentative. Cela permettra aux Américains de voter s'ils jugent nos décisions mauvaises. Pour ma part, je pense que le président fait les bons choix. Mais vous venez de dire qu'il est très important de savoir ce que pensaient les Américains. Et si la majorité est contre cela, en quoi cela a-t-il de l'importance? Je comprends cela comme leur avis semble important, mais en réalité il ne l'est pas, car non. Tu l'absorbes, bien sûr, mais au final... Et après, qu'en fait-on une fois avalé? Alors assurez-vous que vous avez, eh bien vous savez, si vous l'avez, ça ressort simplement de l'autre côté, bien sûr. Encore une fois, mesdames et messieurs, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que cela explique tout ce qui va se passer. Ainsi, Carson représente également un grand nombre d'électeurs. Que cela nous plaise ou non, ils ont tous les deux de l'influence et, plus important encore, leur opinion reflète celle d'au moins la moitié du pays.
Eh bien, et probablement les 3/4 des électeurs de Trump. Si cette guerre se prolonge, ils n'iront pas voter du tout. Ils resteront simplement chez eux. C'est-à-dire que Trump doit, à la fois pour lui-même et, messieurs, pour nous tous, régler très rapidement la situation avec l'Iran. Cela ne vous rappelle-t-il pas la situation avec la Russie à la veille de l'attaque contre l'Ukraine ? Ni guerre, ni opération spéciale, ni dette, ni beaucoup de victimes. Les forces d'opposition se lèveront pour renverser le pouvoir, cela inclut l'armée, la police et les groupes armés de l'opposition. Mais existe-t-il ? Les États-Unis pourront-ils faire ce que la Russie n'a pas réussi à faire, ce qui a conduit à une guerre longue et catastrophique pour la Russie ? Je ne sais pas, Benny ne sait pas si Trump le sait ou non, mais il espère que ce que les généraux lui ont dit est vrai et qu'il ne se trompe pas. Au moins, la situation est loin, très loin d'être simple, mesdames et messieurs, et dans cette guerre ou opération spéciale, soit Trump fait entrer son successeur à la Maison-Blanche en 2028, soit nous remettons à nouveau les rênes du pouvoir aux communaux-fascistes. Voilà une histoire compliquée, c'est tout pour aujourd'hui.